La Malaisie représente à elle seule plus de 40% du marché obligataire islamique mondial. Autoroutes, hôpitaux, aéroports, tout ça financé sans le moindre intérêt versé, légalement et islamiquement. C'est pas un cas isolé. L'Arabie Saoudite fait pareil, les Émirats et l'Indonésie aussi. Des centaines de milliards levés chaque année sur les marchés financiers internationaux sans taux d'intérêt, sans le mécanisme de base sur lequel repose toute la finance occidentale. Et le plus surprenant dans tout ça, le Royaume-Uni, l'Allemagne, même Goldman Sachs ont décidé de faire exactement la même chose. Dans cette vidéo, Inch'Allah, tu vas comprendre comment c'est possible et pourquoi ce marché de plusieurs milliers de milliards de dollars est en train de changer silencieusement la finance mondiale. Normalement, pour financer un projet, on a deux solutions. Soit on le paye cash, ou alors on le paye avec un emprunt, sur lequel on devra rembourser des intérêts. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats qui croulent sous le pétrole ou les ressources, mais qui s'embêtent à quand même choisir l'option avec emprunt, alors qu'ils ont largement de quoi payer cash leur projet? On imagine souvent l'État comme une espèce de tirelire géante. Mais gérer un pays, c'est pas faire ses courses au supermarché. Si l'Arabie Saoudite ou la Malaisie payait tout cash, elle ferait une erreur économique majeure. Si l'Arabie Saoudite a 5 milliards en caisse et qu'elle les dépense d'un coup pour une autoroute, par exemple, cet argent est immobilisé. Ça veut dire qu'il ne sert plus à rien. Sa valeur est entièrement transférée dans cet actif qu'est l'autoroute. Ce que font les pays en général, c'est alors plutôt d'emprunter ces 5 milliards à un taux, disons, de 3%, voire beaucoup moins dans de bonnes conjectures économiques. Et ils placent en même temps leur propre trésorerie dans d'autres actifs qui rapportent 6 ou 7%. En faisant comme ça, ils continuent de gagner de l'argent tout en construisant. Ils utilisent l'argent des institutions financières pour créer de la valeur, comme des autoroutes et des capitaux, pendant que le leur continue de fructifier ailleurs sur d'autres marchés. C'est exactement ce que font les fonds souverains du Golfe. L'Arabie Saoudite emprunte pas parce qu'elle est pauvre, elle emprunte parce qu'elle a des endroits bien plus rentables où mettre ses propres milliards. La dette souveraine, c'est donc pas un signe de faiblesse, c'est un outil d'optimisation du capital. Ça, c'est la raison principale. Mais il y a aussi le fait, par exemple, de vouloir étaler le coût sur plusieurs générations pour rester équitable entre les générations, de préserver les réserves de change, de dynamiser le marché financier du pays pour attirer des nouveaux investisseurs, et parfois même de tenter de faire jouer l'inflation en sa faveur. Mais le problème est là. Dans les exemples qu'on vient de voir, on parle très clairement d'intérêts liés à des prêts. Sauf que, comme vous devez déjà le savoir, c'est un des interdits les plus fondamentaux de la législation islamique. Alors comment est-ce que des pays dont la constitution est explicitement basée sur les principes de la charia peuvent se financer sans passer par ces prêts? Et surtout, sans faire cette erreur économique de financer cash toutes ces infrastructures d'un coup? Et bien c'est là qu'interviennent les sukuk. Pour faire simple, un sukuk, c'est pas un prêt ou une obligation classique. On parle pas d'intérêt ni de taux fixe. En réalité, le sukuk, c'est un instrument qui permet à un État ou à une entreprise de lever des fonds tout en restant conforme à la loi islamique. Mais au lieu de prêter de l'argent et de gagner un pourcentage sur cette somme d'argent prêtée, les investisseurs achètent une part d'un projet concret, un actif réel, et bénéficient plutôt d'une sorte de dividende des revenus générés par cet actif. Si on prend un exemple concret, imaginons qu'un pays veuille construire un aéroport. Au lieu de demander un prêt bancaire avec intérêt, il va créer une structure, une sorte d'entité juridique qui sera propriétaire de l'aéroport et diviser ce projet en parts. Ces parts, les investisseurs peuvent les acheter. C'est ce qu'on appelle les sukuk. Quand vous achetez un sukuk, vous ne prêtez pas de l'argent. Vous devenez copropriétaire d'une portion de l'actif. C'est un peu comme acheter une action dans une entreprise. Dans les deux cas, votre gain dépend de la performance réelle de ce que vous possédez. Pour une action, c'est les bénéfices de l'entreprise. Pour un sukuk, c'est les revenus générés par l'actif, comme les loyers ou les taxes d'atterrissage. Et là, il y a une question qui revient souvent. Si vous investissez, est-ce que vous récupérez votre argent à la fin? Dans la pratique, oui. Dans beaucoup de sukuk, on a un mécanisme prévu dès le départ qui permet de revendre ses parts à une échéance, une maturité, souvent à leur valeur d'achat. Donc, concrètement, l'investisseur récupère son capital à la fin, en plus des dividendes qu'il a pris tout le long. Mais attention à ne pas se tromper de raisonnement. On pourrait se dire qu'au final, vu qu'on donne de l'argent et qu'on finit par le récupérer, c'est littéralement un prêt. Et ce serait une réaction assez logique. Alors, pourquoi est-ce que les savants contemporains ont quand même légiféré cet instrument? Déjà, on ne donne pas de l'argent, c'est un achat. On achète quelque chose, c'est pas un don. Dans un prêt, il se passe rien. On donne juste de l'argent et cet argent reste une dette sur laquelle on perçoit des intérêts. C'est le prêt qui justifie le surplus. C'est du riba. Mais dans un sukuk, l'argent reste pas de l'argent. On l'utilise pour acheter une part réelle d'un actif. Donc, ce qu'on détient, c'est pas une dette, mais un actif réel, un aéroport ou n'importe quelle autre infrastructure. Et le surplus qu'on encaisse est justifié par la détention de cet actif, et pas par de l'argent ou un prêt. Le rendement dépend que de ce que l'actif produit vraiment. À la fin, ce qu'on récupère,
c'est pas un remboursement, c'est la vente d'un actif qu'on avait acheté. La vraie question, comme on l'a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, c'est pas la fin, c'est ce qui se passe entre les deux. Est-ce que tu es en train d'attendre qu'on te rembourse une dette ou est-ce que tu es réellement propriétaire d'un actif qui génère de la valeur? Dans un sukuk, tu n'es pas censé attendre un remboursement. Tu détiens une part réelle d'un projet avec les revenus et les risques qui vont avec. Et c'est précisément pour ça que ce type de montage a été développé et encadré. C'est pas une astuce comptable ou un simple bricolage juridique. Ce modèle est validé par les principales institutions de la finance islamique. Des organismes internationaux comme l'AOFI, qui établit les standards de la finance islamique à l'échelle mondiale, ainsi que les comités de la charia des grandes institutions financières, reconnaissent les sukuk comme un outil conforme quand ils respectent certaines conditions. Pourquoi est-ce que cette validation est aussi importante? Parce que contrairement à un prêt classique, où l'argent crée de la dette, le sukuk impose un lien direct avec l'économie réelle. C'est justement cette connexion à un actif tangible, comme notre aéroport, qui transforme une simple transaction financière en un investissement réel, adossé à de la valeur. Et c'est cette exigence qui permet aujourd'hui à des États et à des grandes institutions internationales d'utiliser les sukuk pour financer des projets d'infrastructure, de développement ou même de transition économique. Mais c'est bien important de garder en tête que cette validation, elle porte sur le principe. Dans la pratique, on peut toujours se retrouver avec certaines structures qui seront plus débattues que d'autres. La différence essentielle, c'est que le sukuk reste conforme à la charia. Pas d'intérêt garanti et pas de prêt artificiel. Vous êtes payé uniquement si l'actif fonctionne et votre investissement est directement lié à quelque chose de réel, pas juste à de l'argent créé pour créer de l'argent. L'État peut lever des fonds pour construire des infrastructures majeures tout en préservant sa trésorerie et en partageant le risque avec les investisseurs. Exactement comme un marché d'actions, mais dans un cadre islamique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En 2014, quelque chose d'inhabituel se passe à Londres. Le gouvernement britannique émet un produit financier conçu pour ne jamais verser un centime d'intérêt. 200 millions de livres, sursouscrits 10 fois en quelques heures. Pas par conviction religieuse, pas par obligation, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose que beaucoup avaient raté. Il existait quelque part un bassin d'investisseurs gigantesque. Des fonds souverains du Golfe, des banques islamiques malaisiennes et d'autres gestionnaires d'actifs indonésiens assis sur des centaines de milliards de dollars, cherchant désespérément des produits conformes à la charia dans lesquels investir. Et personne en Occident cherchait vraiment à aller les chercher. La City de Londres a tendu la main. Et en 48 heures, 2 milliards de livres de demandes sont arrivés pour 200 millions de titres disponibles. Derrière, le Luxembourg, Hong Kong, Afrique du Sud et le Japon ont suivi. Goldman Sachs a émis des sukuk. Des entreprises françaises du CAC 40 ont commencé à s'y intéresser. C'était plus de la finance islamique, c'est de la finance globale. Aujourd'hui, le marché mondial des sukuk, c'est un marché qui a franchi le cap du millier de milliards de dollars fin 2025, avec 300 milliards émis rien qu'en une seule année. Ça nous fait une croissance annuelle de 25%. Un marché entier, audité, structuré et noté par les plus grandes agences comme Moody's et S&P, pourtant quasiment invisible dans les médias financiers occidentaux. Et ce marché existe uniquement parce qu'un jour, face à une contrainte qui semblait insurmontable, comment lever des capitaux sans intérêt, des juristes et des financiers ont refusé de dire que c'était impossible. Ils ont pris cette contrainte, ils en ont fait un produit financier exportable à l'échelle de la planète. Voilà ce que les sukuk révèlent vraiment. C'est pas juste une histoire de finance islamique, c'est l'histoire de ce qui se passe quand une contrainte radicale force l'innovation, quand l'impossibilité devient le point de départ. Les sukuk sont pas une innovation qui combat des siècles de finance à intérêt, c'est même l'inverse. Pendant des siècles, les plus grands empires du monde, Omeyyades, Abbassides et Ottomans, sont financés, ont construit et ont commercé sans jamais recourir aux intérêts. C'est la finance occidentale moderne, avec ses obligations et ses taux, qui est l'exception historique, pas les sukuk. Ce que la Malaisie, l'Arabie et l'Indonésie ont fait, c'est simplement arrêter de voir leur religion comme un obstacle et commencer à le traiter comme un avantage compétitif. Résultat, un marché de 1000 milliards de dollars et une City de Londres qui fait la queue pour acheter une part. Pour en savoir plus sur la finance islamique, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker et partager cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.